Madame, Monsieur, bonjour, quel plaisir de vous retrouver en ce week-end. Aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre 2025. Il est 8h et nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Ce matin, nous allons beaucoup parler d'édition, de livres, d'écrits. C'est justement à l'occasion de la tenue de la 28e édition du Salon international du livre d'Alger qui a ouvert ses portes le 29 octobre et qui se poursuivra jusqu'à demain, Inch'Allah. Et aujourd'hui, nous aurons un médecin parmi nous, lui qui va revenir sur son parcours, qui a visité plusieurs pays, qui a exercé la médecine dans plusieurs pays, viendra donc nous parler de tout son parcours, de tous les défis surtout qui ont été relevés, notamment la discrimination. Effectivement, c'est un livre intitulé La couleur du bistouri. Nous en parlerons dans un moment. Toujours dans le monde de l'édition, une autre jeune aussi sera parmi nous. Ce matin, il s'agit de Rim Khalif, elle qui a enrichi encore une fois la bibliothèque d'un autre roman intitulé Jeunesse à la fleur, qui retrace le parcours de 4 jeunes venus de différents horizons et justement qui rencontrent plusieurs obstacles et qui décident de réussir coûte que coûte, et la note est très positive. Nous allons en parler en sa compagnie dans notre émission. Et aussi, notre ami Fadla Bennour a fait un tour au niveau du SILA. Elle a rencontré un auteur américain. Il s'agit d'Adam Chart, lui, qui a consacré 6 années de recherche, d'écriture sur Frantz Fanon, non pas que les œuvres de Frantz Fanon, mais la personnalité elle-même de Frantz Fanon. Elle l'a rencontré lors du SILA. Semera Hadjamal sera parmi nous ce matin. Elle nous emmènera du côté de Relizane pour nous faire découvrir la cité de Mina, qui est un centre urbain de la Mauritanie césarienne, et aussi la tenue du premier congrès de la Ligue arabe des pneumologues sous le thème environnement et poumons aura lieu du 14 au 15 novembre 2025. Nous reviendrons sur le programme de cette édition. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, ce sera une note nostalgique en compagnie du regretté du feu Rabah Driassa qui nous interprète sa très belle chanson Ya Gomri. On se retrouve juste après. علي وابقى على السواحل ساير واطوي الاميال بالجنحين جيب المارة والبشارة واقطف مجنانها نوارا تتنسم بريحة الجزاير في ليلة 62 يا عذرا وزينها يتلالى حبة جوهر في بساطة حسين خلات النسوان والرجالة يتسهروا في جالها السنين كي جابوها وزينوها فوق الريصان طلعوها مثل القمرة بنورها شعالة ما بين 14 و20 يا عربية بأصولها تتغالى وأهلها بالكرم معروفين طلعت من شط البحر مرجانة وتعلت وجات بين وبين بين جبلها وبين ماها يا سبحان اللي نشاها وردة نسرين سامية ريحانة فالدم مزوجة بياسمين
وراه للزين قول الهراني نجيها زاير ونمتع القلب والعينين يا فهمني للجميلة لا أخي طفلة ولا خليلة نظمت كلامي عن الجزائر ومدحت عليها بصوت حنين يا قمري زرق الجناح الطاير ودي مكتوبي لزين الزين علي وبقى للسواحل ساير واطوي لي لميال بالجنحين جيب المارة والبشارة واقطف مجنانها نوارا تتنسم بريحة Et voilà, donc de retour sur le plateau, c'était une note nostalgique qui a été choisie ce matin par notre réalisateur et notre script, à savoir Clément et Faudel. Merci beaucoup pour cette très très belle chanson. Et nous entamons donc notre premier plateau et je commencerai donc par présenter notre invité, Dr Imen Amrani. Bonjour docteur, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Alors vous êtes maître assistante en pharmacie clinique et vous êtes aussi membre d'organisation donc du premier congrès de la Ligue arabe des pneumologues. Marhaba bik. Merci. Et toujours sur le volet santé, mais cette fois-ci nous allons beaucoup plus parler des anecdotes qui tournent autour de la médecine, de l'acte médical lui-même, puisque parmi nous, professeur Elidas Filmas, bonjour, marhaba bik. Bonjour. Alors vous, c'est un voyage que vous allez nous proposer à travers le livre que vous avez édité récemment. Absolument. Marhaba bikum. Alors on va commencer par vous, donc docteur Amrani. Vous nous donnez rendez-vous donc du 14 au 15 novembre 2025 pour ce premier congrès donc que vous avez passé sous le thème environnement et poumons. Ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup, effectivement. Tout d'abord, merci de nous avoir donné l'occasion de parler de cet événement très important. Effectivement, la Société algérienne de pneumologie, la SAP, organise conjointement avec la Ligue arabe des médecins pneumologues le premier congrès de la Ligue arabe et le troisième congrès national de la Société algérienne. Conjointement, oui, c'est deux congrès jumelés en fait. C'est la première fois qu'on organise ce congrès de la Ligue arabe des pneumologues. Ce congrès qui est placé sous le haut patronage de Monsieur le ministre a justement pour thème cette année l'environnement et le poumon. Comme vous savez, on ne peut pas dissocier les deux parce que le système respiratoire il est en contact direct avec l'environnement et donc forcément il est impacté. Effectivement, si vous permettez, professeur Suilmas, vous qui êtes chirurgien thoracique, le thème vous parle beaucoup, j'imagine. Bien sûr, c'est ce qu'on discutait avant d'entrer sur le plateau. Eh bien oui, c'est vrai, vous étiez ensemble en coulisses. Voilà, en fait, quand on parle de chirurgie thoracique, on parle de chirurgie du poumon. Oui. Hein, et puis des organes environnants, mais surtout le poumon. Et donc, effectivement, beaucoup de maladies sont liées à l'environnement, du poumon et de la plèvre, comme l'asbestose, il y a énormément de maladies aujourd'hui qui sont liées à l'environnement, à la dégradation en fait, et qui sont aggravées par la pollution. Effectivement. Justement, docteur Amrani, c'est un petit peu l'objectif de ce congrès, c'est de revenir de façon scientifique, de façon médicale, de façon aussi méthodologique, académique, sur toutes les causes et surtout tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'aujourd'hui, même les spécialistes de l'environnement tirent la sonnette d'alarme par rapport à la protection de l'environnement, n'est-ce pas? Tout à fait. Parce que comme je viens de le dire, en fait, l'appareil respiratoire, c'est le premier appareil qui est en contact direct avec l'environnement. Donc l'air qu'on inspire, forcément, il a un impact sur notre système respiratoire. Comme vous savez, aujourd'hui, la pollution, elle nous entoure. Donc, et quand on parle de pollution, pas forcément la pollution atmosphérique, on parle également de la pollution domestique qu'on a souvent tendance à négliger, mais aussi de la pollution professionnelle auxquelles sont exposés certains professionnels de par leur fonction. Donc, vu l'impact de cette pollution et de cet environnement sur le poumon,
c'est-à-dire ça peut déclencher comme ça peut aggraver plusieurs pathologies. Il est important, dans toute société de pneumologie, d'aborder de sujets, d'essayer de discuter de ces pathologies, de leurs mécanismes, de leur physiopathologie, on va dire, de tout ce qui entoure cela, et essayer de trouver des solutions ensemble dans un cadre scientifique d'échange entre des intervenants nationaux et internationaux. C'est ce qui va enrichir les connaissances de chacun et essayer quand même de contribuer à l'amélioration, on va dire, de santé du citoyen. Effectivement. Et quelles sont donc les thématiques sur lesquelles vous allez débattre lors de ce congrès? Alors, ce congrès, justement, il est très riche. Parce qu'il va s'étaler sur 2 jours, donc ça commence déjà le 14 novembre, tôt le matin, et ça finit le samedi en fin de journée. Donc nous avons un programme très riche en conférences plénières, communication orale, mais aussi affichée, et des ateliers aussi pratiques. Donc ça va aborder toutes les thématiques en relation avec l'environnement et son impact sur le poumon, la pollution également et les pathologies respiratoires, mais aussi ça va aborder d'autres volets qui concernent d'autres pathologies pulmonaires qui seront également traitées dans ce contexte. Et donc quand on parle de cela, ça va englober toutes les pathologies respiratoires chroniques, à savoir l'asthme, la PPCO, les maladies, ce qu'on appelle les pneumopathies interstitielles diffuses, mais également le cancer bronchique, qui est aussi, comme vous le savez, qui prend de l'ampleur. Qui prend de l'ampleur et dont le facteur de risque principal, c'est le tabac. Donc, qui reste un facteur environnemental très, très important à ne pas négliger. Donc, comme je viens de dire, c'est vraiment un programme très riche et qui est assuré par des intervenants nationaux de toutes les wilayas d'Algérie, parce que la Société algérienne de pneumologie, en fait, elle est représentée dans les 58 wilayas. Nous avons des coordinateurs de toutes les wilayas et la participation de tous les territoires nationaux, justement pour le partage d'expériences et de connaissances dans ce sujet. Mais également, nous aurons des intervenants arabes et d'autres pays qui vont aussi venir enrichir ce programme. Certainement pour un autre échange d'expérience, effectivement, et de connaissances, vu que les sociétés, finalement, on vit pratiquement à les mêmes conditions, n'est-ce pas, environnementales. Mais sinon, qu'en est-il des étudiants dans tout ça? Donc c'est vrai que ce sont des colloques et des congrès, des rencontres qui sont très intéressantes, mais comment les étudiants aujourd'hui en médecine, en pharmacie, puissent donc bénéficier de toutes ces recherches? Justement, c'est quand même notre 3e événement qu'on organise en tant que Société algérienne de pneumologie, et nous avons l'avantage, c'est que notre congrès, au fait, il est ouvert à tous les professionnels de santé, quel que soit leur, on va dire, niveau d'études et quelle que soit leur spécialité. D'ailleurs, nous n'avons pas que les étudiants en médecine, nous avons, comme vous l'avez évoqué, des étudiants en pharmacie, nous avons aussi des sciences paramédicales, nous avons même un atelier dédié aux sciences paramédicales dans le programme. Et donc, c'est ouvert vraiment à tout le monde, quel que soit le niveau, quelle que soit la spécialité. Et parmi les intervenants, nous avons des spécialistes de plusieurs domaines. Donc, voilà, c'est assez quand même, on va dire, multidisciplinaire comme congrès. Très bien. Et donc, à la fin, certainement, vous allez sortir avec des recommandations. Tout à fait. Alors, vous comptez concrétiser ces recommandations sur terrain comment? Comment, en fait, la Société algérienne de pneumologie, elle a commencé déjà depuis un bon moment de travailler sur ce qu'on appelle les recommandations algériennes. Et donc, certainement, ces échanges que nous allons avoir pendant le congrès vont nous permettre justement de rédiger et d'enrichir les recommandations sur lesquelles nous travaillons. Et bien sûr, il y aura transmission de ces informations, c'est-à-dire à la tutelle qui va, c'est-à-dire étudier tout ce qui a été proposé et puis essayer de proposer des solutions pour combattre, on va dire, si on peut dire, cette pollution et essayer de la réduire pour améliorer la santé respiratoire. Et j'imagine qu'il y aura des publications par la suite qui pourront donc permettre aux autres chercheurs d'accéder à l'information. Tout à fait, tout à fait. Inch'Allah. Que pensez-vous, professeur? C'est très intéressant, j'écoute avec beaucoup d'attention. Effectivement, c'est un sujet d'actualité. L'approche diagnostique et l'approche thérapeutique a beaucoup changé depuis quelques années. Alors, le cancer du poumon, c'est un fléau. Bon, il est dû au tabac, comme vous le savez. Par contre, ce qu'on fait maintenant, c'est les dépistages. On appelle ça le Lung Cancer Screening Program. C'est de dépister les fumeurs qui ont plus d'un certain âge, à qui on fait des scanners qu'on appelle low dose, à des doses réduites, qui permettent de dépister des petites tumeurs.
à un stade initial, ce qui permet de les traiter et de leur permettre de vivre très très longtemps. Il y a 10 ans, 20 ans, le patient arrivait un peu tard avec voilà. Donc ça c'est très très important. Le cancer, le lung cancer screening, le dépistage est important. Et je reviens un peu avec un peu de sourire sur le poumon. Effectivement, il est au contact de l'atmosphère et donc il est le premier à subir les agressions. Et en matière de greffe pulmonaire, on en reparlera après si vous voulez, vous savez que c'est l'organe le moins greffé de tous les autres organes. Pourquoi? Parce que quand il y a un patient en mort encéphalique pour un prélèvement pour la greffe, le poumon est le premier qui est abîmé et donc on prend à peu près 20% seulement des organes offerts par rapport au cœur ou au poumon. Sur 100 cœurs, sur 100 offerts, 100 cœurs sont acceptés, 20 poumons seulement sont acceptés, etc. Voilà, donc on est très liés et l'approche multidisciplinaire est effectivement la clé du succès pour une prise en charge du patient global. Alors justement, la greffe pulmonaire, là par contre ça nous intéresse parce qu'on on parle très peu, n'est-ce pas? On parle très très peu, c'est quand même une approche très très délicate, en plus du fait qu'on ne peut garder que les 20% finalement. Alors, on peut garder que les 20%, maintenant on a amélioré les techniques, on est monté à peu près à 30%, même dans certains pays à 40%, parce qu'on a inventé un appareil qui est en fait une sorte de couveuse qui permet, entre le prélèvement, donc quand on enlève le poumon de chez le donneur, pour le mettre, avant de le mettre chez le receveur, on met dans cette couveuse. Alors j'ai eu le privilège de travailler sur cette technique, je l'ai introduite en France, ça s'appelle l'ex vivo. C'est en fait une couveuse comme pour un prématuré. Et donc cette technique ex vivo a permis d'augmenter le nombre de greffons disponibles, donc on passe de 20% et donc 80% refusés, 20% acceptés. Là on est dans une moyenne de 40-60%. Donc on accepte de plus en plus. Ça permet aussi de gagner du temps parce que, comme vous le savez, en matière de greffe d'organes, c'est la course contre la montre. Parce que l'organe, quand il reste trop longtemps à l'extérieur du corps, il se détériore et donc ça ne sert à rien de greffer. Maintenant, la greffe elle-même, effectivement, c'est délicat, mais c'est faisable. Sur le plan technique, c'est devenu pratique courante, on va dire. La seule condition, je le dis dans le livre et je le dis aux étudiants et on l'a toujours dit, c'est d'avoir une équipe formée. On forme les gens, on se forme. J'ai été moi-même formé quand on m'a confié la greffe à Paris il y a quelques années. Je suis allé en Angleterre à Cambridge, je suis allé à New York, j'ai vu comment les équipes travaillent, je suis allé plusieurs fois. Ensuite, on a fait venir une équipe de l'extérieur vers Paris et on a commencé à faire progressivement jusqu'à un moment où on a atteint un bon nombre et plus on en fait, plus on s'améliore et en fait c'est tout à fait faisable. Il suffit juste, c'est par définition la multidisciplinarité. On ne peut pas, le chirurgien est un maillon de la chaîne. Le réanimateur, le pneumologue, l'infectiologue, le psychologue, les infirmières, c'est vraiment un travail d'équipe. Sans l'équipe, on ne peut rien faire. Sans formation, on ne peut rien faire. Donc, c'est quelque chose qui sert, qui aide beaucoup les malades parce que, comme vous savez probablement, on ne greffe que les malades qui ont une durée de vie très limitée. Leur poumon est arrivé à terme. Donc, on leur calcule, maintenant il y a des algorithmes, combien ils vivront sans la greffe et combien ils vivront avec la greffe. Et ceux qui rentrent dans cette catégorie, on les greffe et on leur donne 5, 10, voire 15 ans de survie, très confortable, avec une très bonne qualité de vie. On greffe les jeunes, la BPCO, vous en avez parlé, c'est la bronchopathie, l'emphysème, la mucoviscidose. Donc, pour résumer, la greffe est délicate, comme vous avez dit, mais faisable. Et sur le plan culturel et religieux, il y a beaucoup de pays actuellement dans le monde musulman qui pratiquent la greffe. Ça a été tout à fait accepté, ça a été discuté dans les sociétés
civile, avec les penseurs musulmans. Et c'est tout à fait compatible avec la religion musulmane parce qu'elle sauve des vies. Donc, effectivement. Et d'où ma question d'ailleurs, qu'en est-il de la greffe de la pneumologie en Algérie? Pourquoi ne pas penser donc probablement à travailler ensemble du moment que la société savante, les sociétés savantes existent, probablement au prochain congrès? Ouais, pourquoi pas, prochain congrès, essayer d'en parler pour pouvoir donc faire entrer cette technologie en Algérie. Et donc, tout à fait. C'est tout à fait faisable. Il suffit que ça vient de l'extérieur parce que ça ne se fait pas encore en Algérie, mais le savoir vient de partout. Le savoir est universel et donc maintenant la médecine évolue à une vitesse assez vertigineuse. Donc on apprend de tout le monde et quand on additionne ce qu'on a appris aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Norvège et même dans des pays arabes, on acquiert une certaine expérience et ça permet maintenant, la transmission du savoir, c'est le partage du savoir, c'est la formation des jeunes. Vous avez parlé des étudiants, j'aime bien. Les étudiants sont le pilier du développement des systèmes de santé dans des pays, parce que c'est eux qui permettent la relève. Ils sont très brillants, les Algériens sont brillants, ils ont un grand appétit pour le savoir, et c'est à travers leur formation qu'on se forme aussi, et qu'on peut avoir un système de santé pérenne qui se renouvelle quand les gens partent à la retraite. Les jeunes sont là pour prendre le relais. Maintenant, on parlait en Algérie, oui, pourquoi pas. Moi, j'ai souvent discuté avec des médecins algériens, je tends la main à l'Algérie. Après 30 ans de carrière à l'étranger, j'offre mes services parce que je suis algérien, même si je ne suis plus en Algérie, et je serais heureux de discuter avec les personnes qui seront intéressées. Je viens d'entendre parler de ce congrès, je pense que c'est une bonne chose, les congrès, de réunir les savoirs ensemble et de sortir quelque chose. Travailler seul dans son coin, enfermé dans son coin, ne réussit pas. C'est la multidisciplinarité. On apprend, vous savez, on apprend des étudiants. Oui, on apprend beaucoup des étudiants, effectivement. Effectivement. Docteur Amrani, on sort avec une résolution de Bonjour d'Algérie aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour le prochain congrès, Inch'Allah. Pour enchaîner, donc justement, on a évoqué 2 points. Je pense que maintenant que j'entends le professeur parler, en fait, la multidisciplinarité, oui, effectivement, il n'y a plus de barrières. En sciences, il n'y a plus de barrières entre les différentes spécialités et les disciplines. Il faut en fait toujours travailler ensemble pour pouvoir justement améliorer la santé et apporter un plus. Et aussi, c'est parler de la jeunesse, puisque en tant que Société algérienne de pneumologie, l'année dernière, il y a eu création de ce qu'on appelle le groupe de jeunes pneumologues. Donc, ce groupe qui est très actif d'ailleurs et qui participe à travers des campagnes de sensibilisation, des formations médicales continues, mais aussi à travers des publications, à justement essayer de donner cette place aux jeunes et d'essayer toute une dynamique aussi. Et toute une dynamique et de montrer que très jeune on peut apporter beaucoup. Et franchement, c'est l'optique de la Société algérienne de pneumologie de passer ce flambeau. Effectivement, alors nous sommes tous d'accord que les jeunes sont brillants, n'est-ce pas? Je voudrais, si vous me permettez, ajouter quelque chose, parce que c'est vraiment très intéressant ce que vous dites. Ouais. Et aujourd'hui, le message que j'aimerais passer vers la médecine, c'est que la médecine, la santé, c'est des programmes. On n'a plus, par exemple, la pneumologie. Dans la pneumologie, il y a des programmes. Il y a le programme du cancer du poumon, il y a le programme des insuffisances respiratoires. En gastro-entérologie, vous avez le programme des maladies hépatiques. Et donc, c'est des équipes qui travaillent ensemble. Les personnes travaillent ensemble, mais même les pathologies sont associées. Et on travaille en groupe. On dit un programme, par exemple, d'insuffisance respiratoire qui couvre toute l'insuffisance respiratoire, toutes les spécialités. Donc ça aussi, c'est le message que j'aimerais délivrer, c'est il faut travailler dans des programmes. Et on fait un programme avec une structure, on sait d'où on part, on sait que dans 6 mois, on doit arriver à tel point, 1 année, 2 années, ce qu'on appelle le MAPROD en anglais. On fait un plan et on avance dans ce programme tous ensemble et tous les éléments sont
sont équivalents. Oui. Il n'y a pas celui qui est au-dessus de l'autre. On travaille tous ensemble pour le bien du patient. En toujours. complémentarité, effectivement. Et donc, on parlait des jeunes et on disait que les jeunes étaient effectivement brillants, beaucoup de dynamisme. Et vous revenez un petit peu sur, j'ai envie de dire, cette brillance dans votre livre, La couleur du bistouri, professeur Suilmaz. Alors, nous, donc, quand on vient de l'extérieur, on sait que le bistouri, la couleur du bistouri, elle est argentée, n'est-ce pas? Mais là, vous nous annoncez une autre couleur. Oui. Plusieurs couleurs, probablement. N'est-ce pas? Absolument. Donc, La couleur du bistouri, c'est un essai donc, que vous avez édité et qui parle un petit peu de votre parcours. Un parcours vraiment très lourd, très riche. Mais vous parlez finalement du revers de ce parcours qu'on ne voit pas forcément. Parce que nous avons tendance à voir que la partie voyante de l'iceberg, mais on ne voit pas finalement la partie émergée, n'est-ce pas? Absolument. En fait, c'est très positif comme essai. Il y a beaucoup, parce que de mauvaises expériences, on apprend et on en sort fort et on apprend aux autres. En fait, oui, cet essai, il est divisé en 3 parties. La première partie, c'est donc Ibn Siraj, le personnage que j'ai inventé et qui est le nom de mon arrière-aïeul. Raconte son parcours, son expérience en France pendant une quinzaine d'années, comment il est parti d'Algérie, qu'est-ce qu'il a fait pour être formé, les difficultés que rencontrent les jeunes, on appelle ça les internes ou les résidents, pour être formés. Mais si vous rajoutez à cette difficulté le fait d'être algérien dans un pays comme la France, les difficultés sont multipliées par 10. Comme m'a dit un jour un de mes profs, il m'a dit, pour que quelqu'un de français de base réussisse, il saute 1 mètre et il réussit, vous devez sauter 3 mètres. Donc c'est un vieux... Mais ça sert, en fait c'est des leçons de la vie. Donc la première partie c'est le parcours, voilà, comment je suis arrivé, comment j'ai été recruté pour la greffe, comment j'ai développé la greffe et comment la naïveté a fait un jour, j'aurais pu l'appeler le bistouri naïf, en pensant qu'en faisant beaucoup pour les malades d'abord, on fait aussi beaucoup pour la communauté, on est reconnu et on continue à travailler. Et plus on monte, plus on travaille. On ne s'arrête jamais de travailler quand on monte les échelons. Je pensais être arrivé à quelque chose de visible, Alors la reconnaissance, ce n'est pas la reconnaissance des pairs, c'est la reconnaissance des malades. Quand vous avez beaucoup de malades et quand on vient vous voir parce que vous avez opéré ou greffé un cousin, ils disent « moi je veux être greffé par ce monsieur », c'est ça la vraie reconnaissance. Et donc à un moment donné, ce qu'on appelle le plafond de verre, j'ai vu que je pouvais faire plus, mais je ne pouvais pas le faire à cause de mes origines et à cause du pays dans lequel j'étais. Donc j'ai été recruté par une grande institution nord-américaine pour aller ensuite ouvrir un hôpital dans le Golfe. Et donc je suis allé dans un premier temps en Belgique, qui m'ont contacté et m'ont proposé un poste de prof. Donc je suis allé, j'ai travaillé avec eux, mais comme j'avais déjà signé avec les Américains, je les ai gentiment prévenus que je restais 1 année et que je partais ensuite. Donc la deuxième partie du livre, c'est le voyage entre la Belgique, les États-Unis et ces pays du Golfe. Et la troisième partie, je pense que c'est la plus intéressante, à mon sens, pour le lecteur et pour Avant vous. qu'on arrive à la troisième partie, si vous permettez. Bien sûr. Alors, les États-Unis, la Belgique, les pays du Golfe, c'est, j'ai envie de dire, 3 sociétés complètement différentes. C'est la culture, l'environnement, on en parlait, le climat, donc les mentalités, tout est différent. Tout à fait. Donc finalement, j'ai envie de revenir sur cette flexibilité, sur cette adaptabilité, finalement, parce que vous arrivez finalement à vous adapter très facilement dans un environnement ou un autre. Oui, je pense que le fait d'être algérien aide beaucoup. Nous avons cette faculté. Oui. Et je pense que l'Algérien, c'est pas une façon de penser seulement, c'est une façon d'être. Et je disais à un ami avant-hier qu'un Algérien, vous l'envoyez vivre au Groenland, après 30 ans, il devient un vrai Groenlandais, il vit comme eux, il s'habille comme eux, il mange comme eux, mais il y a toujours une part d'algérianité qui reste, et c'est on-off, qui ne part jamais. Et c'est ça, en fait, notre capacité de s'adapter sans perdre
son originalité. Les Algériens sont tous différents, hein. Il n'y a pas un Algérien qui ressemble à un autre Algérien. Et donc on a gardé cette... on s'adapte. L'autre chose, c'est qu'en fait, ce que j'ai appris sur ces dernières années, c'est qu'un patient est un patient, quel que soit l'endroit de la planète. La façon d'aborder un patient, quand on fait attention, quand on est là en mission pour le patient, on est au service du patient, que ça soit dans le nord du monde, dans le sud, ou dans un pays arabe, ou dans un pays anglo-saxon, c'est la même. Et c'est un peu ça le message que je veux passer dans ce livre, c'est-à-dire que on fait abstraction de tout. Oui. On a un patient, on a une famille. C'est l'objectif principal. Le patient est notre patron. On est là pour lui, on est à son service. Et c'est en faisant comme ça qu'on arrive à gagner la confiance du patient, à faire de plus en plus, le patient va vous recommander. Il va dire à sa famille, à ses amis, allez voir tel docteur, allez voir telle équipe. Et plus vous faites ça, plus vous faites de patients, plus vous apprenez. On apprend avec les malades. Et je crois qu'aujourd'hui, les systèmes de santé, ce que moi j'appelle le système de santé moderne et pérenne dans le monde, c'est plus la médecine solo, le docteur qui est dans son cabinet, qui décide de tout et qui sait tout. Non. On propose aux patients, en ayant discuté en multidisciplinaire, comme vous avez dit, d'une décision, le patient vient pour une maladie, on discute de son cas avec des collègues, y compris les plus jeunes, qui souvent donnent un avis dont on tient compte. Ensuite, on propose aux patients le traitement ou les différents traitements. Des fois, on a 2-3 options. On essaye de ne pas trop influencer, mais en l'éclairant au maximum pour qu'il décide de ce qui est mieux pour lui. D'accord ? Et en fait, tout ça, ça peut se faire n'importe où. Si on peut acquérir cette universalité dans la prise en charge des patients, et cette humilité devant le patient, tout est possible. Et l'Algérie a un gros potentiel. Voilà, c'est ce qui nous emmène donc à la troisième partie. Oui. Alors la troisième partie, donc j'ai fait je l'ai appelé l'épilogue, mais j'ai fait une réflexion en fait. Vous savez, au bout de 30 ans et de beaucoup de voyages et de beaucoup de pays où j'ai vécu, où je me suis établi et j'ai beaucoup vécu avec les populations. Donc j'ai développé d'un côté la chirurgie du poumon, sur le cancer du poumon, sur plein de maladies bénignes, et la greffe pulmonaire qui est ma deuxième spécialité. Donc dans le pays du Golfe où je suis allé, on est arrivé en 2015. C'est un hôpital nord-américain, c'est le premier hôpital nord-américain ouvert en dehors des États-Unis. Avec toute cette structure, et on soigne dans cet hôpital à l'extérieur comme l'hôpital, la maison mère comme on dit aux États-Unis. Et donc, si vous voulez, on arrive en faisant un travail progressif. On a commencé par faire des malades très simples. 3 ans après, on a fait les premières greffes. Et j'aimerais souligner que la première greffée, c'était une femme dans ce pays. J'ai insisté et je lui ai facilité la procédure. C'était une Palestinienne, résidente dans ce pays à l'époque. Donc c'était en 2018. Ça a beaucoup de sens. Ça m'a beaucoup, ça a beaucoup de sens. Ça m'a beaucoup, maintenant que j'y pense, ça m'a beaucoup... Et donc, on a commencé à faire des greffes, on en a fait une, ça a marché, on en fait une deuxième, et on va des malades des plus simples aux malades les plus compliqués. Parce que la mortalité en matière de greffe pulmonaire, elle est importante. On perd la première année à 10% de patients qui décèdent. C'est-à-dire sur 100 patients, il y a 90 qui restent vivants la première année, 10 qui décèdent. La troisième année, on est à 70-30. Et donc en faisant attention et en faisant graduellement, on arrive à diminuer ces complications et à augmenter la survie et donc diminuer la mortalité. Tout ça pour dire que quand on veut, on peut. Il suffit juste d'être ouvert. La médecine est universelle et maintenant elle évolue à une vitesse assez vertigineuse. Ce n'est pas une science infuse, on apprend. Vous savez maintenant, moi j'ai un collègue qui est radiologue interventionnel américain, on travaille ensemble. Il est allé passer 2 semaines au Japon pour voir un japonais faire une technique très particulière qu'il a publiée, qu'il a développée. Et il est revenu dans son pays.
il est revenu aux États-Unis pour appliquer cette technique. Ce que je veux dire, c'est que c'est un message à l'Algérie. Il faut s'ouvrir au monde. Je suis très heureux que les facultés de médecine maintenant enseignent en anglais, parce que la langue de la médecine, c'est l'anglais. Les publications, les conférences, et donc l'ouverture à l'universel permet d'acquérir des expériences. Et il n'y a pas que la médecine, il y a comment appliquer la médecine. C'est ce que moi j'appelle les programmes de santé, c'est-à-dire à quel moment, où, en fonction des besoins du pays. Par exemple, je sais qu'il y a des pathologies qui sont plus fréquentes ici, qui ne sont moins fréquentes ailleurs, et c'est comme ça qu'on s'adapte. En fait, les équipes médicales doivent s'adapter. Et la qualité, on appelle ça, j'aime pas trop le mot contrôle qualité, mais la qualité des soins, normalement, chaque hôpital, chaque équipe devrait être évaluée de manière régulière, tous les ans, tous les 2 ans, par un organisme indépendant qui permet de voir quelles sont les bonnes choses que l'équipe fait, quelles sont les choses à améliorer, quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire. Et ce n'est pas une injure ou ce n'est pas un manque de respect aux équipes, parce que c'est comme ça que l'équipe peut monter. Et ce qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui, il y a une commission qui s'appelle l'International Joint Committee, qui va dans des hôpitaux de renommée, dans celui où j'ai travaillé, qui nous évalue pendant 15 jours et qui nous donne un grade. Et ça permet à nous de nous améliorer et d'apporter toujours aux patients ce qui est meilleur. Vous comprenez aisément que je ne peux pas m'auto-évaluer, sinon je dis je suis le meilleur, vous comprenez. De toute façon, quand on est sur terrain, on a toujours du mal à faire un recul et effectivement nous faire une auto-évaluation aussi objective, effectivement. L'autre sujet sur lequel j'ai parlé, c'est la formation médicale continue, mais active et permanente. C'est-à-dire qu'on est obligé d'apporter des connaissances régulières dans notre pratique médicale, dans les réunions multidisciplinaires pour discuter des cas, par exemple. Quand il y a un cas un peu compliqué, aucun médecin ne peut arriver et dire voilà, on va faire comme ça. On lui demande de sortir la science, et donc le dernier article en date dit que dans telle pathologie, il est mieux de traiter de telle manière plutôt que de telle manière. Donc apporter cette formation continue dans la pratique courante et même l'appliquer pour, je pense par exemple dans certains pays, le renouvellement de la licence médicale, et il est sujet à un certain nombre de points qu'on a acquis en allant dans les congrès et en faisant. Je parle de l'Algérie, mon pays natal. Je crois que je ne crois pas, je pense que la médecine, c'est soigner quelqu'un, c'est une solidarité interhumaine à la base, parce qu'on prend soin de l'autre. En Algérie, il y a une solidarité dans la société algérienne. D'ailleurs, lorsque vous parlez d'éthique, lorsque vous parlez de dilemme humain. Bien sûr. L'éthique, je peux vous dire un mot après, parce que j'ai un doctorat en éthique médicale. Mais soigner quelqu'un, c'est prendre soin de quelqu'un, c'est de la solidarité. En Algérie, j'ai jamais vu une solidarité entre les humains, entre personnes, partout ailleurs. J'en ai jamais vu, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu dans beaucoup de pays. Il y a une solidarité qui est innée. Et ça, c'est ça qui fait le potentiel algérien. Si vous rajoutez la jeunesse et la soif d'apprendre, donc la soif de vouloir, la volonté de vouloir prendre soin de l'autre, on a tous les ingrédients pour que l'Algérie devienne numéro 1 en matière de santé en Afrique. Et je suis convaincu que si tout est fait dans ce sens-là, on viendra apprendre la médecine en Algérie, où vous aurez des étudiants algériens, des étudiants étrangers qui viennent. Je suis convaincu, là-dessus, il n'y a aucune discussion, c'est mon expérience qui parle, ça n'engage que moi, mais il y a un potentiel. Écoutez, moi je suis parti avec un doctorat algérien, regardez où je suis arrivé, bon, il y en a plein, je ne suis pas le seul. Et je vois les jeunes, j'ai beaucoup de contacts avec les jeunes, ils sont extrêmement forts, brillants, ils apprennent comme ça. Et donc c'est ça qu'il faut lancer, c'est comme une fusée qu'il faut lancer. Effectivement. Alors ça vous parle beaucoup, ce que le professeur est en train de nous dire, n'est-ce pas? Tout à fait. D'autant plus que moi-même j'ai un parcours un peu on va dire international, parce que
je fais mes études ici. J'ai bénéficié d'une bourse de coopération algérienne pour faire ma post-graduation à l'étranger. J'ai vu comment les Algériens ont pu justement réussir à l'étranger d'une manière très brillante. Et justement, moi-même, j'étais envoyée dans un pays arabe, mais où j'étais en Jordanie en fait, où la formation elle, se faisait en anglais. J'ai vu comment les Algériens qui étaient formés déjà en langue française, mais qui arrivaient quand même à réussir et avoir l'adaptabilité, la flexibilité, et avoir même voilà, un parcours assez exceptionnel à l'étranger. Quelles que soient les difficultés qu'il rencontre. Donc, je rejoins le professeur. Oui, l'Algérien, il a cette faculté d'adaptabilité là où il va. Effectivement. Et on rappelle que vous faites tous de votre mieux, justement, pour donner le meilleur aux étudiants et un meilleur accompagnement, effectivement, aux patients. On rappelle, donc, vous nous donnez rendez-vous du 14 au 15 novembre, n'est-ce pas, pour la première édition, donc pour le premier congrès, pardon, de la Ligue arabe des pneumologues sous le thème environnement et poumons. En tout cas, on vous souhaite une très belle réussite, Inch'Allah, pour cette édition. Professeur, ça a été un plaisir donc, de partager le parcours, même si ce n'est qu'une infime partie de votre parcours, n'est-ce pas? J'aimerais passer un message, c'est le mot de la fin, comme vous dites, mais c'est à vous le mot de la fin. Non. Alors, j'aime pas le mot de la fin, parce que le mot de la fin, ça veut dire que vous n'allez pas revenir. Et chez nous, non, le mot de la fin de l'émission. Alors, nous, c'est comme le Fawara Tastef. Celui qui vient, il revient toujours. J'ai bu... Je me suis lavé dans le Fouara et j'ai bu de l'eau et on m'a dit comme ça tu reviendras à Sétif. Eh bien, bonjour d'Algérie, c'est pareil. Lorsque vous venez pour la première fois, vous allez toujours revenir. Absolument. Non, moi, le message que j'aimerais passer, c'est de dire que il faut accepter que la diaspora médicale, je ne parle que de la médecine, c'est le monde algérienne, puisse apporter son expérience avec tout le respect qu'on doit c'est un respect mutuel entre les deux, les Algériens de l'extérieur et les Algériens de l'intérieur. On l'a montré pour la guerre de décolonisation, ça a travaillé. Donc il faut accepter, la diaspora est prête. J'en connais pas mal, j'en fais partie, à apporter l'expérience en Algérie. Il faudrait que, juste qu'il y ait une traduction dans cet apport, c'est pas venir apprendre la science aux autres, non. Venir partager des expériences, venir voir comment cette médecine, on peut l'utiliser dans des meilleures conditions, comment on peut développer les programmes de santé et de médecine, comment former les jeunes et comment arriver à un niveau d'excellence dans l'Algérie de maintenant et dans l'Algérie du futur. Donc la diaspora est là, elle ouvre les bras et je sais de quoi je parle, ce n'est pas... il y a 20 ans c'était différent, aujourd'hui c'est vraiment... quelque chose d'important et les Algériens, comme je vous l'ai dit, sont des Algériens de l'étranger, sont des Algériens à part entière. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, professeur. À vous, docteur. Merci encore une fois. Belle continuation à vous. Et donc, le livre La couleur du bistouri est disponible pour avoir plus ample connaissance sur le parcours de Ibn Sarraj. Merci. De Ibn Sarraj. Voilà, merci à vous. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté du Sila. Là, on va retrouver notre amie Fla Benour, elle qui a rencontré donc un auteur américain. Il s'agit d'Adam Schart qui a consacré 6 années de sa vie à faire des recherches autour de la personnalité de Frantz Fanon. Vous allez voir quelques images qui vont défiler. Ce sont des images qui ont été prises du film Frantz Fanon qui a été réalisé par le réalisateur Abdelnour Zahzah. Donc on va retrouver Fela Bennour et je vous retrouve juste après. Le colonialisme et l'impérialisme ne sont pas quittes avec nous. Quand ils ont retiré de nos territoires, quand ils ont retiré de leurs drapeaux et leurs forces de police. Pendant des siècles, les capitalistes se sont comportés dans le monde sous-développé comme de véritables criminels de guerre. Ce passage a été écrit par Frantz Fanon en 1961 dans Les damnés de la terre. Frantz Fanon qui continue à susciter la curiosité de beaucoup de chercheurs, beaucoup d'écrivains, parmi eux Adam Schatz. Adam Schatz, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux d'être ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes rédacteur en chef pour une revue pour les États-Unis, de la London Review of Books. Voilà. Vous êtes aussi collaborateur avec le New York Times. Pourquoi Frantz Fanon? Frantz Fanon parce que il était le penseur de la décolonisation, un philosophe de la liberté et de ce qu'il appelait la désaliénation
un homme qui avait le courage de reconnaître l'injustice du colonialisme et de le combattre dans ses écrits et dans ses actions. C'était un écrivain, un psychiatre et un grand militant. Vous l'avez rencontré, Frantz Fanon? Oui, je me souviens que j'étais frappé par l'image de Fanon. C'est un homme, un Antillais, très sérieux, avec un visage très grave, un homme beau, très bien habillé. Grand? Oui, et la description de Fanon dans ce livre, le livre de mon père, m'a fasciné aussi. Un homme qui a grandi dans les Antilles, à la Martinique, qui a pris des armes contre le fascisme avec les forces françaises libres, et puis qui s'est rangé à côté du FLN contre la France pendant la guerre de libération nationale. C'est une vie romanesque. Il était même en mouvement quand il écrivait, parce que, comme vous savez, il n'écrivait pas, il dictait. On n'a pas tout dit sur Fanon. On n'a pas tout dit, et je ne fais pas semblant de dire tout sur Fanon. Il y a de l'espace pour d'autres livres, d'autres interprétations, d'autres lectures de Fanon. Ce que je voulais dire aussi... C'est le texte de Fanon. Quelles sont les facettes que vous avez mis en avant par rapport à d'autres recherches, d'autres livres? Vous avez mis l'accent sur beaucoup d'aspects, oui. Pas tous les aspects, et on n'a pas... il faut peut-être 2-3 livres pour parler de tous les aspects de Fanon. Oui. Je mets l'accent sur les rapports entre sa pratique médicale, il était psychiatre, et sa pensée politique, parce qu'il y a des liens intimes entre ce qu'il faisait à l'hôpital et dans sa clinique et ce qu'il écrivait. Son idéologie politique et sa pratique médicale étaient complètement liées. Et en plus, je voulais mettre l'accent sur l'évolution de sa pensée et sur les textures et la densité de sa prose. Sa prose qui était aussi très poétique, parce que Fanon a appris beaucoup de la poésie antillaise, la poésie de la négritude, les poètes comme Aimé Césaire et Jacques Roumain. Fanon a beaucoup appris de l'expérience algérienne. Il était formé en Algérie. On peut dire même que Fanon est devenu Fanon en Algérie. Si Fanon n'est pas venu en Algérie, s'il n'est pas devenu le chef de service à l'hôpital Blida-Joinville pour la psychiatrie, on ne lit pas Fanon comme on le lit aujourd'hui. Ça a alimenté ses recherches. Ça a nourri. La psychiatrie a été le vecteur, le pivot central autour duquel toutes ces pensées ont été construites. Vraiment. Il a trouvé aussi que la psychologie ou la psychiatrie, les malades dans le service, quand ils étaient algériens, n'étaient pas traités de la même... C'était même avant Fela, parce qu'à Lyon, quand il était médecin à Lyon, il a rencontré des ouvriers algériens qui vivaient dans des conditions misérables et qui souffraient d'une maladie que les médecins français avaient appelée le syndrome nord-africain. Parce que les Algériens, les ouvriers, ne pouvaient pas identifier une lésion. Ils souffraient d'une douleur épouvantable, mais ils ne pouvaient pas dire « Ah, c'est ma jambe, c'est mes mains. » Et Fanon disait « Non, ces ouvriers ne sont pas paresseux. Ils n'inventent pas des excuses pour ne pas travailler. Ils ne sont pas fous, comme disaient certains médecins français racistes. Non, c'est que leur maladie reflète leur condition d'être colonisés. C'est un reflet de la domination coloniale. C'est pour ça qu'ils souffrent. Et ça, c'était une innovation très importante. C'est même avant son arrivée en Algérie. C'est une des premières personnes à commencer avec l'expérience des dominés. Il ne commence pas avec l'expérience des dominants.
ce qui est assez normal dans les études des systèmes de domination. Non, Fanon dit on doit commencer avec l'expérience vécue des dominés, parce que là se trouve la vérité de cette expérience d'une violence inouïe. Le titre du livre, France Fanon, une vie en révolution. Pluriel, oui. Au pluriel. Pourquoi ce titre? Parce que Fanon a participé dans plusieurs révolutions, dans plusieurs causes révolutionnaires contre le fascisme, la révolution dans la pensée qu'on appelait la négritude. C'est un mouvement qu'il a fini par rejeter, mais c'était un mouvement très important à sa formation intellectuelle. Il a suivi la négritude de Senghor et de Césaire dans les années 40. La révolution psychiatrique. Fanon a été interne à l'hôpital de Saint-Alban, qui était un centre de la psychiatrie institutionnelle. Il a étudié sous un homme, un psychiatre catalan, François Tosquelles, qui a inventé des méthodes révolutionnaires pour faire de la thérapie collective, pour réintégrer les gens dans leur vie normale. Et Tosquelles avait travaillé avec les soldats républicains en Espagne. Lui-même était exilé, c'était un exilé. Et Fanon a appris beaucoup de choses de Tosquelles et il est devenu, on peut dire, le Tosquelles de l'Algérie. Alors, la révolution de psychiatrie, la révolution algérienne, la plus importante dans la vie de Fanon, et puis la révolution africaine. Parce qu'en Afrique, en 1958, à Accra, à un congrès organisé par Kwame Nkrumah, Fanon a rencontré les figures les plus importantes de la révolution africaine, telles que Patrice Lumumba du Congo, Félix Moumié de Cameroun, Sékou Touré de Guinée. Et Fanon s'est redéfini comme africain. Fanon avait écrit aussi une lettre très forte au gouverneur d'Alger pour une lettre de démission, d'ailleurs, où il explique les raisons de cette décision. Fanon, quand il écrit au gouverneur résident à Robert-Lacoste, il met le doigt sur l'échec de sa profession, le fait qu'il ne peut pas continuer son travail sous de telles conditions. Je ne peux pas guérir les gens s'ils souffrent d'une maladie systématique qui est la maladie de la colonisation. C'est un système qui a pour but la déshumanisation des gens. Et alors, Fanon se rend compte que malgré tous ses efforts, il ne peut pas faire du progrès dans un tel système, que la seule chose qui peut vraiment libérer les gens, c'est la fin de la colonisation, c'est la révolution, c'est l'indépendance d'Algérie. Toute cette pensée de Fanon, est-ce qu'elle nourrit actuellement, est-ce qu'elle continue à nourrir les peuples qui souffrent actuellement de colonisation? L'histoire de Fanon et de la Palestine, c'est une longue histoire. Fanon était lu à Beyrouth quand Les Dents de la Terre était traduit en 1964. Il était lu par les leaders, les fondateurs du OLP, comme Salah Khalaf, Abou Yad, peut-être même par Yasser Arafat, parce que quand Yasser Arafat, en 1968, a dit qu'on était réfugiés, maintenant on est soldats, c'était une ligne qu'il aurait pu tirer des données de la Terre. Puis, il y avait Edward Said, qui est le penseur le plus grand chez les Palestiniens, qui a écrit beaucoup sur Fanon. Il a publié des textes fondamentaux sur Fanon. Et récemment, avec tout ce qui se passe en Gaza, avec la destruction absolue, avec le génocide, beaucoup de gens retournent à Fanon. Fanon a écrit dans Les Dents de la Terre que la répression coloniale
peut acquérir l'allure authentique d'un génocide. Alors, Fanon, je ne veux pas dire qu'il a tout prévoir, mais il a compris bien que cette violence qui est à l'intérieur, qui est au sein d'un projet colonial, a un potentiel génocidaire. Et c'est ce qu'on a vu, à Gaza. C'est ce qu'on continue à voir à Gaza. Être ici en Algérie la veille d'un 1er novembre, qu'est-ce que ça vous fait, Adam Schatz? Ça me fait très heureux. Je suis très reconnaissant de l'intérêt qu'ont exprimé les Algériens que j'ai rencontrés ici. Et c'est la 3e fois que je sois en Algérie. J'étais là en 2002, puis en 2015. Et c'est toujours passionnant pour moi de voir l'évolution de ce pays qui m'a beaucoup marqué et de parler aux gens. Et oui, je suis très heureux d'être ici. Il a évolué, le pays a beaucoup évolué. Ça fait combien d'années que vous n'êtes pas venu 10 ans. 10 ans. Donc en 10 ans, comment vous trouvez l'Algérie? Enfin, Alger. C'est une ville pleine d'énergie. Et je suis très frappé par les jeunes en particulier, leur énergie. Ce sont des citoyens du monde, ce sont des Algériens, mais ils sont très ouverts au monde. Il vous a fallu 5 ans pour écrire ce livre? 6 ou 7 ans peut-être. Je ne veux pas penser au temps qu'il me fallait. Comment s'est passée toute cette recherche pour aller... J'ai parlé beaucoup avec des gens qui ont connu Fanon, par exemple sa secrétaire, Marie-Jeanne Manoualan, qui a travaillé avec lui en Tunisie. J'ai parlé avec son ancienne interne, Alice Cherki, psychiatre algérien en France. J'ai parlé avec Mohamed Harbi, l'historien dont j'admire beaucoup les écrits. Et que beaucoup de documents, vous avez consulté beaucoup de documents? J'ai consulté beaucoup de documents dans les archives à Caen, en Normandie, les archives d'IMEC. J'ai lu tous ces écrits, bien sûr, les commentaires. Et en plus, j'ai lu des textes qui sont, on peut dire, à côté de Fanon. Ce ne sont pas des textes de Fanon, ni même des textes fanoniens, mais des textes qui nous aident à illuminer les textes de Fanon. Par exemple, les écrits des Afro-Américains, comme Richard Wright. Richard Wright, qui s'intéressait à la psychiatrie, à la psychologie dans les années 40 et qui a créé un centre d'aide médicale à Harlem qui pratiquait une sorte de thérapie institutionnelle très similaire à celle que pratiquait Fanon en Algérie. Quel était le moment le plus fort pendant toute cette écriture, ces recherches? Ce n'était pas un moment d'écriture, c'était plutôt le moment où j'ai vu le faux passeport, le vrai faux passeport que Fanon utilisait pendant son voyage en Mali. Et j'ai vu son écriture et j'ai vu les pays qu'il avait à visiter. Et c'était incroyable de tenir dans les mains ce document qui était si précieux pour lui et qui faisait la différence entre la vie et la mort. On a beaucoup appris avec vous sur France Fanon. Merci, Fela. On a aujourd'hui la pensée fanonienne est devenue une pensée qui est étudiée un peu partout et qui est un symbole pour tous les peuples opprimés. Ouais. Merci beaucoup Adam Schatz pour ces moments très enrichissants autour de Fanon. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. Je l'espère. Non. Et voilà, de retour sur le bateau. Là, on parlait des aventures des timbres, hein, n'est-ce pas? Oui, la chance que tu as d'avoir chez toi la collection, les volumes de toute l'histoire de l'Algérie à travers le timbre algérien. Voilà, l'encyclopédie, effectivement, qui a été éditée par le ministère de la Communication il y a quelques années, en 2009, je crois. Voilà.
Et ben voilà, donc bonjour. C'était un moment très nostalgique, oui, hein, Samira. En tout cas, la collection de timbres existe toujours, hein, si tu veux venir à la maison. Je voudrais les volumes, moi. Je voudrais les volumes, je te promets rien. Hein. Les volumes, je te promets rien. Voilà, donc vous l'auriez compris, Samira Hadjamar est déjà parmi nous. Samira, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Samira? Très très bien. Alhamdoulilah. Samira, tu vas nous emmener aujourd'hui du côté de l'ouest d'Alger. Oui, on va aller à 3 heures d'Alger. 3 heures par route, bien sûr. 3 heures par route, voilà. On peut aller par et la route est très très agréable. Hein. Bien sûr, c'est l'autoroute est-ouest. Que ce soit par train ou en voiture. Par train, en voiture, en taxi, je pense pas qu'il y ait un aéroport là-bas. Non, il y a pas. Un aéroport, non. Il n'y a pas. Il faut aller à Oran. Faut aller à Oran et après on est à peu près à 1 heure de route. Route très agréable et longue histoire. Effectivement. Et c'est à Relizane qu'aujourd'hui Samira va nous emmener et ce sera juste après ça. Relizane pour aujourd'hui. Oui, Relizane, la Mina. Mina, M-I-N-A. La ville de Mina, la ville historique de Mina, c'est Relizane. Mais précisément, elle se trouve à 4 km de Relizane. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Adab Naouda. Voilà, donc c'est anciennement, si on doit remonter à l'époque du royaume numide, ça s'appelait Mina. Peut-être que ça s'appelait Mina bien avant les Numides, ou ça avait un autre nom. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un passage de civilisation, le nom des villes, des lieux change. Mais ça reste que c'est Relizane aujourd'hui et ça reste que c'est en Algérie. Et c'est un lieu très très important pour l'histoire de la Méditerranée. Mais l'avantage aussi, Samira, c'est que tout est transcrit, donc on peut connaître... C'est documenté, exactement. Donc on peut connaître l'évolution, les changements. Et les strates de l'histoire. Effectivement. Parce que ce sont des strates. Alors, si on va sur place, on va se dire qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être un rempart, un ancien barrage qui a été, avec le temps, déjà à l'époque, hein, il a été touché du temps de la Numidie. Donc, déjà avant l'arrivée des Ottomans, parce que, on va donner dans l'ordre, Relizane, Mina, qui est Relizane, a connu nombreux passages de civilisation. Ils ont eu, bien sûr, c'est la Numidie. Ensuite, la Césarée de Mauritanie, quand Caligula s'est emparé du pouvoir en l'an 40, Mina était très importante. La région Hadi, elle représentait un lieu de passage et de production agricole, parce que c'était des terres très fertiles, très fécondes, qui ont servi. On le voit dans la vidéo, oui. Sur la carte, ce qu'on voit, c'est le barrage. Il y a des cascades, il y a de l'eau, donc il y a de l'agriculture et de la culture. Mina alors voilà, c'est ce qui reste, c'est le rempart, c'est le pan. Il est classé par le ministère de la Culture, il est dans l'inventaire des biens depuis 2019. Alors ce rempart, ce pont, le pont Mina d'ailleurs, qui prend sa source dans Oued Mina. La ville s'est appelée Mina parce qu'il y a l'Oued qui s'appelle Mina. Les gens se sont installés sur la rive droite de l'Oued spécialement pour l'eau, j'imagine. Hein. Et tous ceux qui ont suivi, ils se sont installés pour l'eau. L'eau, c'est la vie. Voilà. Donc, voilà. Pourquoi c'est important ? Pourquoi ce site est important? Ce site que l'on peut pas voir avec nos propres yeux, mais il existe. Quand on va sur place, on peut trouver de la céramique déjà à la surface. Donc, on va dire dans la fin des années 30. Il y a un agriculteur locataire à l'époque qui s'appelle Pradel, ils sont deux, qui va défricher sa terre et il va tomber sur une nécropole. La nécropole se trouve à 1 kilomètre de Mina. Donc, c'est dans un champ et il va trouver des centaines d'objets. Donc, du mobilier funéraire, il va trouver de la céramique, il va trouver de la très très belle céramique, du sigilé, ce qu'on appelle le sigilé africain. Ça veut dire quoi, sigilé africain? C'est, tu sais, c'est de la vaisselle de luxe qu'on utilise pour les grands jours et qui a une marque. Donc un estampille, voilà. Donc on sait qu'il l'a fabriqué. Donc ça c'est la collection, ce qu'on voit à l'image c'est la collection de Pradel. 2014, la fille de Pradel fait un don à ce musée qui s'appelle Musée Saint-Germain en Laye. Et il y a 600 objets, peut-être qu'il y en a un peu plus, mais ce qui a été exposé au public dans une exposition qui s'appelle de Carthage à Mina, c'est ce qu'on voit. La pièce qu'on voit, c'est l'unique pièce, c'est un modèle bien sûr, c'est pas la vraie pièce, c'est un modèle de pièce fatimide.
Ça raconte donc le passage des Zianides fatimides dans cette région, avec l'avènement de l'islam vers le 8e siècle. On sait que les Fatimides ont fait un passage puisqu'on a retrouvé unique pièce. Hein. Donc il n'y a pas eu des fouilles énormes dans toute la région, mais on sait qu'on a trouvé une pièce. S'il y a d'autres fouilles, Inch'Allah, il y en aura. On trouvera peut-être encore plus de choses. Donc cette collection au musée de Saint-Germain, elle est fabuleuse, puisqu'il y a des choses qui sont pratiquement intactes. C'est des choses aussi qui remontent au 2e, 3e siècle de notre ère, hein, mais dans un état, on va dire, de très bonne qualité. Voilà. Donc ils ont été exposés. L'Algérie est partenaire, bien sûr, à travers le Centre national de recherche archéologique. On peut les voir sur Internet. Hein, ils ont exposé et ils ont utilisé des techniques très, très importantes, qui est le scanner 3D. C'est pour encore plus d'études. Donc il y a des études qui sont faites actuellement et depuis déjà plusieurs années, 2024, le partenariat avec l'Algérie, 2024. Donc il y a des études qui sont faites et un échange normalement qui se fait. Voilà. Mina, c'est une belle découverte en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont sous terre et qui pourraient raconter plus de choses. La particularité des céramiques, on a vu les pièces de monnaie. Elle a été appelée la Californie de l'Algérie, donc Californie algérienne. Mais bon, les Français, quand ils sont arrivés en 1852, les militaires, ils avaient dit plutôt que c'était des marécages et tout, alors que c'était des terres qui étaient déjà cultivées, des terres très riches. Mina a connu alors 2e, 3e siècle, une période très prospère. Voilà. Qui, je veux dire, il faisait même de l'exportation. Voilà. Donc, elle devient colonie, on ramène des gens du Gard en France, on les installe là-bas et ça devient ce que c'est devenu donc de 1859 à 62 une ville coloniale, une ville entre guillemets moderne. Donc avec la construction d'une église qui s'appelait Saint-Joseph, j'en parle, qui est devenue une mosquée aujourd'hui, la mosquée Nour. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a eu une succession d'évêques. Donc c'était un diocèse. Mina a connu un diocèse. C'est notamment deux évêques qui sont cités dans le concile de 487. Le concile de Carthage, c'est important parce que eux, ils gardent une trace à travers l'histoire. Donc ils décrivent déjà la ville, ils décrivent les évêques qui passent. Et en fait, c'était on va dire l'un des 133 diocèses d'Algérie. Donc à l'époque de l'Algérie chrétienne. Hein. Voilà. Donc on a des traces de ça, on a trouvé plein de choses, on a trouvé des amphores, on a trouvé des lampes en terre, on a trouvé aussi, pourquoi c'est important? Parce qu'on a une idée même documentée, des modes de funérailles. Donc comment on enterrait les enfants notamment. On a trouvé une amphore où il y avait tout un mobilier funéraire en fait pour les enfants. Voilà. Donc ce sont des céramiques, des pièces de monnaie, des boucles aussi qui remontent à l'époque vandale. On a retrouvé donc des céramiques, on l'a dit, des ascos, qu'on appelle des ascos. Ce sont des vases. Des vases avec une certaine forme, des vases qui étaient utilisés à l'époque des Grecs. Hein. Et on a trouvé aussi des bronzes et des sculptures en bronze, comme le gladiateur. Ça nous renseigne aussi sur qu'à l'époque, il y avait des combats, donc des combats avec des animaux, ou des combats de gladiateurs, simplement. C'est connu aussi, puisqu'on a les forums, par exemple, ce type hasard. Voilà, on a vu des images passer. Nous avons vu des images passer, effectivement, mais ce que tu me disais, Samira, avant qu'on rencontre nos amis téléspectateurs, donc finalement, il faut fouiller, il faut vraiment creuser. Il faut des fouilles. Ce ne sont pas des vestiges qu'on va trouver comme on le trouverait par exemple à Tipaza ou à Timgad. Ils ont été fouillés, ça a pris des années pour Timgad, hein. Ça a pris plusieurs années, même pour Tipaza. Et bon, ce qui est triste pour Tipaza, c'est qu'ils ont autorisé la construction de la ville coloniale qui est sur, quand on rentre juste les grands termes, le data, c'est
C'est des termes, c'est des vestiges. Et donc, ils ont autorisé la construction sur des vestiges. Ouais, donc, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, il y aura encore plus de fouilles. Alors, il y a des campagnes qui sont organisées avec autorisation du ministère de la Culture sur des périodes. Ce sont des chercheurs, des archéologues et des gens compétents qui fouillent. Et ils savent très bien fouiller, c'est-à-dire avec toute la technologie et les techniques qu'il faut. Et on a des gens qui fouillent pour... on va dire des fouilles sauvages, les chercheurs d'or, parce que... mais bon, quand c'est protégé, ça veut dire quand c'est classé par le ministère, ça veut dire qu'il y a une protection juridique. Les personnes qui sont attrapées en train de fouiller ou avec des objets antiques sont soumises à une réglementation très dure. Hein. Ça relève du pénal, c'est pas simple amende, c'est de la prison ferme. C'est du pénal, effectivement. Voilà, puisque c'est de la destruction du patrimoine national et parfois c'est du patrimoine qui nous relie à l'histoire du monde. C'est triste. Effectivement. Et donc pour revenir à Amina ou à Relizane, on disait qu'il faut encore faire d'autres projets. Normalement, ça va suivre. Ça va suivre. Oui, quand il y a un classement, il y a... que le site est inventorié. Il est dans l'inventaire de la wilaya, il est dans le classement du ministère de la Culture, oui. Le pont Mina. Le pont Mina. Bon, après, on ne sait pas, hein, c'est quand il y aura les fouilles enfin, des découvertes, il y aura certainement des... Il y aura certainement des découvertes. Peut-être préciser que Mina, donc c'est appelé Mina, elle s'est appelée Iril Izen, ça veut dire alors ça c'est de l'époque zianide et ottomane. Ça veut dire la crête ou la montagne brûlée, grillée. Voilà. Sinon, elle avait le nom aussi de Barta. On retrouve alors toutes ces sources, bien sûr, je les ai retrouvées auprès de Jean-Pierre Laporte. Jean-Pierre Laporte, il faut le préciser, c'est un attaché de conservation, un chercheur, un expert qui a travaillé en Algérie fin des années 60 aux années 70. Donc, il travaillait à l'Agence nationale de l'archéologie. Je pense que ça s'appelait comme ça. Donc, il a fait énormément de publications, il a fait énormément de travail qui nous sert de fond de documentation, pas qu'à moi, aux chercheurs spécialistes aussi, aux archéologues, aux étudiants. Voilà. Donc, lui a fait des publications et c'est par ces publications qu'on arrive à avoir des informations. Pas que lui, hein, parce que Stéphane Gzell, quand il a fait l'atlas de l'Algérie, Afrique du Nord, il a mentionné Mina. C'est à partir des mentions. Ça veut dire que dans cet atlas, on a des points. Il est disponible sur Internet. Tout le monde peut le consulter. On sait que les Français, quand ils sont arrivés, les militaires ont trouvé ces sites. Ils les ont localisés. Bon, les Daou. Sinon, ils ont fait appel, quand ça a été structuré, à des gens comme Ben Burger et tout, pour essayer de créer un musée ou du moins rassembler les objets archéologiques. Des erreurs ont été commises puisque le patrimoine a été déplacé de son endroit originel et certaines pièces ont été, comme la collection de Mina de Pradel qui s'est retrouvée de l'autre côté donc de la Méditerranée, qui est en France. C'est quand même 600 objets. On peut les voir au musée, c'est des expositions. Sinon, il y en a une partie a été quand même donnée, une petite partie a été donnée au musée d'Oran. Donc on peut les voir. Ce qui a été retrouvé à Mina et dans toute la région, on peut le retrouver au musée Ahmed Zabana. Ahmed Zabana, effectivement. Donc on attend d'avoir d'autres fouilles pour probablement, encore une fois, avoir d'autres pièces du puzzle de notre histoire. En tout cas, merci beaucoup Samira pour ce beau voyage. Tu restes avec nous? Oui, bien sûr. On va retrouver dans un petit moment une auteure, donc une autrice aussi, par Exalzi. Voilà. Alors, que tu as rencontré d'ailleurs dans les coulisses il y a quelques instants. Que j'apprécie beaucoup. Voilà, très intéressante, qui va venir donc avec une publication assez émouvante qui revient donc sur le parcours de 4 jeunes donc, qui ont décidé de relever tous les défis et les obstacles pour réussir. On va la retrouver dans un petit moment, mais avant cela, nous allons aller du côté encore une fois du Sila, accompagner notre amie Fria Hamdi, elle qui a rencontré donc un réalisateur, aussi un pilote qui revient sur un élément ou un objet ou un engin, on va dire. Important de notre histoire. Important de notre histoire, important, oui. Et surtout qui a laissé beaucoup de séquelles. Tayara Sfara, Samira. Voilà. L'Araba. Qui a écrit sur Tayara Sfara. Donc je vous laisse voir cet entretien ou ce reportage en compagnie de Fria Hamdi. On se retrouve juste après.
C'est bien lui, Nedjib Laraba. Il est pilote d'avion et d'hélicoptère, scénariste et réalisateur. Ses romans assurent le fruit de l'imagination, mais d'une réalité vécue avec sa charge émotionnelle, les effets du temps et de la mémoire. Nedjib Laraba, c'est un petit... J'étais un enfant de la télévision d'abord. Hein. Et après, je suis parti en France pour faire mes études de cinéma. Plutôt, je suis revenu de France et de la Belgique pour faire mes premiers essais de réalisateur avec Hamou Allah yarhamou, Hamou Belqassam. Et j'étais dans l'équipe de Bousselna. Et mon premier film qui s'appelle Khobza avec Bouamama, à qui je rends hommage, Bennani, Beyouna et tout. Et après, je suis retourné en France. J'ai continué dans l'aviation. Et de l'aviation, je suis devenu auteur, qui m'a permis d'écrire mon premier roman qui s'appelle Tayara Sfra. Le chant patriotique Tayara Sfra évoque les tourments d'une femme qui loue l'héroïsme des Djounoud pendant la révolution algérienne. Nedjib Laraba a emprunté de ce chant patriotique le titre pour son roman L'Oiseau jaune. J'ai commencé à faire un travail de recherche l'Institut Tahmili à Vincennes. Et je découvre des choses. Que tel avion il a été abattu par un fellaga, tel avion par un fellaga, tel avion. J'ai repris tous les avions, tous les crashs plutôt, tous les avions abattus sur le territoire algérien. Et j'ai créé mon monde à moi, mon petit Nedjib qui était dans une madrasa, qui voit un avion à travers, c'est plutôt survoler la madrasa, arriver à un terrain. J'ai créé mon terrain qui était fictionnel et la fiction, elle fait tout. C'est un lien entre le réel et la fiction. Et à un moment donné, je deviens petit pilote. Je vais naviguer avec les Français, j'ai appris la mécanique, Ce qui veut dire, le petit Nedjib, il raconte son âge avancé à travers un gamin. C'est un récit empli de cicatrices et de souvenirs, parfois drôles, souvent touchants. Grâce à qui? À nos valeureux martyrs et au sang des martyrs que nous sommes actuellement. Autrement, on est encore esclaves. Avec toutes les invasions qu'on a eues, l'Algérien c'est toujours un guerrier. On termine avec Tarahuman li Shuhadaina. Le salon du livre se poursuit jusqu'au 8 novembre prochain. Avis aux amoureux de la lecture. Et voilà, Tayara Sfra, c'était donc le titre que Ferial Hamdi a choisi lors de ce SILA. Donc, elle a rencontré un réalisateur, un pilote qui est revenu sur cet engin qui a laissé beaucoup de séquelles, effectivement. Et cette fois-ci, nous allons donc recevoir notre autrice. Tu préfères Samira? Autrice. On est sûr que nous sommes. Ou alors tu rajoutes le auteur. Une auteure, comme ça, nous sommes sûrs que nous sommes. Elle est très intéressante. Conjuguée au féminin. Elle est très jolie. C'est gentil, merci. Alors, Samira, elle adore tout ce qui est beau, effectivement. Bien sûr, surtout quand ça vient du Sud. Voilà. Rim Khalil, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Bonjour aux téléspectateurs. C'est un très grand plaisir de vous recevoir, Rim Khalil. Alors, avant de parler de votre roman Jeunesse à la fleur, alors vous êtes citoyenne du monde. Parlez-nous un petit peu de votre aventure. Je suis citoyenne du monde, je suis autrice en effet. Mais j'écris par passion. J'écris depuis longtemps. Mon travail principal n'a rien à voir avec la littérature. Je suis ingénieure, produit de l'école algérienne. Donc j'ai étudié, diplômée de l'École nationale polytechnique d'Alger. Et puis j'ai commencé une aventure sans trop savoir où ça allait mener. Une fois que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai été recrutée par une multinationale dans le domaine de l'énergie. Dites-nous d'abord, vous venez d'où?
C'est important Je de dire. viens de... Elle y arrive, elle y arrive. Là, Elle y d'abord, arrive. le point de départ. Mais Elle y c'est arrive. citoyenne du monde. Non, mais le point de départ. Le point de départ, je suis originaire de Ouargla. Voilà. Je suis née et j'ai grandi à Alger, donc Kret, et c'est la raison pour laquelle Je vous explique pourquoi Samira insiste sur vos origines, parce que Samira, quand elle en peut plus de nous, voilà, C'est pas vrai. Une petite cure, elle va faire une petite cure au sud. Non, voilà, alors c'est c'est pas sa Voilà, thérapie, donc le c'est sud. chez moi. Alors, Ouargla, parce que vos parents, votre père précisément, a une maison dans le Qsad, le cœur de. Mon père est né au sein du Qsar de Ouargla, en effet. Ben, c'est les racines, c'est à partir de là qu'on va vers le monde. Oui, et ça sculpte finalement une personnalité au même titre que le lieu où on a grandi, au même titre que les lieux où on a vécu. Donc j'y arrive. J'ai vécu très rapidement en France, en Angleterre, aux États-Unis et maintenant en Malaisie. Et je suis citoyenne du monde et profondément ancrée à ma terre natale. Oui. Et justement, Rim, vous nous avez dit que vous écrivez beaucoup par passion, mais là, vous avez franchi le pas. Vous avez décidé donc d'éditer votre travail, alors que vous en avez beaucoup finalement dans le tiroir. On espère les voir sortir à la lumière. Alors, et cette fois-ci, c'est Jeunesse à la fleur. Alors, Jeunesse à la fleur, c'est une très très belle aventure de 4 jeunes que vous racontez. Alors, parlez-nous un petit peu de cette histoire. Voilà. Sans trop divulguer, spoiler, je vais éviter de spoiler. Donc on parle là d'une histoire croisée de 3 lycéens, plus 2 qui gravitent autour. Donc les personnages principaux sont ces 3 lycéens qu'on suit pendant une année scolaire, l'année de terminale, au lycée technique du Ruisseau, qui est le lycée que j'ai fréquenté. Donc c'est une fiction. Hein. En revanche, les lieux, j'ai beaucoup décrit Alger, j'ai beaucoup décrit la mer, la baie d'Alger, j'ai beaucoup décrit même... pas que d'un point de vue visuel, mais même d'un point de vue des 5 sens, ce qu'on sent dans les marchés, un jour de l'Eid, le Kbir, etc. Donc on suit l'évolution de ces 3 étudiants issus de milieux socio-économiques divers et variés, etc. Et dont la ligne directrice, c'est vraiment à passer le bac et réussir. Donc, c'est dans le contexte des années 90, mais ils évoluent dans une bulle d'insouciance, de jeunesse, de fraîcheur, d'envie et d'espoir. Je n'ai pas trop spoilé. Non, ça va. Ça va. Pas du tout, mais j'ai envie de dire que c'est vrai qu'on sent cette note positive, mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est un petit peu ce combat, parce que c'est vrai qu'ils sont dans cette bulle d'insouciance, mais il y a quand même, ils sont confrontés à la réalité de la vie, à la réalité du terrain, notamment les obstacles, les défis, et ils vont décider de surmonter tout cela, ou peut-être pas. Si, c'est une histoire de résilience. Complètement, je pense que, et c'est un peu ce que j'essaye d'inculquer moi-même à mes enfants, c'est la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Là, il y a à la fois le contexte environnant qui est quand même très hostile, et il y a les difficultés, les obstacles auxquels on fait face au quotidien quand on est jeune, au lycée technique du Ruisseau en particulier, parce que ça m'a bien marqué, les difficultés familiales, personnelles, etc., qu'on essaye, que certains personnages arrivent à franchir mieux que d'autres, hein, parce que c'est pas qu'un tableau parfaitement rose, mais voilà, j'ai voulu démarrer l'histoire à la rentrée et finir le livre à l'affichage des résultats du bac. Mais est-ce qu'on se rend compte au sortir de l'adolescence et avec maintenant avec du recul, hein, parce que vous n'êtes plus au lycée, non, et vous passez pas votre bac, est-ce qu'on se rend compte de la résonance ou est-ce qu'on a écho de ce qui se passe tout autour dans une période, on va dire, très difficile, très sombre, les 10 années de la décennie noire, eux, ils sont là, ils évoluent, mais est-ce qu'ils se rendent compte? On ne se rendait pas compte à l'époque. C'est-à-dire quand on était... Non, absolument, et je pense que j'essaye de refléter ça. Quand je dis insouciance, c'est vraiment ce que vous décrivez, on ne s'en rend pas compte. Et tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux, parce que ça nous protège quelque part. Aujourd'hui, je suis maman, donc je suis de l'autre côté du... Et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que les parents ont dû vivre comme anxiété? Parce que moi, je me souviens de cette période
j'ai pas un souvenir d'anxiété. J'ai un souvenir de tout ce qui se passait. Mais mes souvenirs principaux, c'est la note traumatisante de maths que j'ai reçue le premier examen. Non, mais c'est vrai. C'est des choses qui sont finalement relatives à une jeunesse universelle. Et aujourd'hui, l'insouciance de la maman, c'est tout à fait autre chose. Je pense que l'insouciance de la maman n'existe pas. Ce n'était pas l'insouciance. Je reprends, pardon, je me reprends. Oui, l'insouciance chez la maman n'existe pas. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est le stress de la maman, c'est tout à fait autre chose. Oui, complètement. Et même, on fait un flashback et on se remet, on a presque envie de dire pardon à nos parents de leur avoir fait subir toute cette légèreté, toutes ces prises de risques, même si je pense que j'étais plutôt raisonnable, mais du fait que j'avais pas complètement conscience de... Bon, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais vécu quelque chose, j'aurais vécu dans un environnement similaire, j'aurais été une maman très, 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 très anxieuse. Avec un trauma. Ouais. Ça aurait été je pense que c'est le cas de toutes les mamans. Mais là, c'est l'histoire des jeunes. Pardon, excusez-moi. C'est vu par les jeunes. Donc, vraiment, c'est une histoire de jeunes, une histoire qui se veut fraîche. C'est une histoire qui se veut, qui veut transmettre l'idée que l'envie et le fuel est l'essence principale pour y arriver, quelle que soit l'adversité qui nous entoure. Quand on veut... On a beaucoup de chance d'y arriver. Évidemment, il y a des adversités qui sont plus lourdes que d'autres. Je ne dis pas qu'il suffit d'en vouloir, mais il faut en vouloir et ça donne un élan assez incroyable. Effectivement. Alors, je reviens, si vous permettez, Rim, à la citoyenne du monde. Alors, bien sûr, vous avez visité beaucoup de pays, vous avez admiré plusieurs paysages, plusieurs cieux, n'est-ce pas? Et vous vous attardez sur le fait que le ciel de l'Algérie est d'un bleu très particulier. Expliquez-nous cette émotion, cette perception ou cette simple observation. Je ne sais pas si je peux l'expliquer, mais il y a clairement... le ciel, il est juste magnifique. Je ne sais pas si les Algériens qui vivent en Algérie le réalisent au quotidien, parce que ça devient un acquis. Mais il faut le réaliser. Là, en venant vers les studios, je me suis arrêtée sur le trottoir au niveau du boulevard des Martyrs. Voilà, il faut qu'elle profite de chaque instant. Mais oui, mais c'était juste merveilleux. C'était il était 7h et quelques. La baie d'Alger, le bleu de cette mer, en continuité avec le bleu du ciel, moi, je perds mes moyens. C'est demi-couronne, même pas toute la côte. Donc oui, on me dit que j'ai décrit la baie d'Alger dans ce livre comme un personnage à part entière, non seulement d'un point de vue visuel. C'est juste une des plus belles baies au monde. Je sais que je ne suis pas très objectif, mais c'est pas moi qui le dis, ça. C'est un lieu magnifique, mais je l'ai décrit d'un point de vue émotionnel aussi, d'un point de vue ressenti, parce que oui, c'est pas un lieu qui me laisse indifférente du tout. Voilà. Et au retour, je vais m'arrêter encore. Parce que selon l'heure... Voilà, vous êtes là toute la journée à Alger aujourd'hui? Oui, je serai au salon. Il faut revenir aussi au coucher du soleil dans ce cas-là. Inch'Allah, c'est magnifique. Là aussi, c'est un autre paysage, n'est-ce pas? Oui, et surtout que ça vous rappelle avec des souvenirs d'enfance. Oui. En fait, on a la chance sur Alger d'avoir accès, d'ailleurs ça se lit dans le livre, je décris la baie d'Alger, mais à partir de plusieurs lieux. Et à partir de vos souvenirs, peut-être de l'image que vous avez de cette époque, des couleurs du ciel. Après, alhamdoulilah, la baie, elle n'a jamais changé d'un point de vue, un petit peu Oui, mais la vue, la perception, moi, je la trouve assez inchangée. Oui, sur le plan architectural, effectivement, il y a eu beaucoup de développement, d'expansion. Oui, effectivement. Mais la perception est qu'on la voit depuis les Glycines, ou alors Melgolf, ou alors depuis de Notre-Dame, encore une merveille, etc. On vient de la mer aussi, ça c'est un autre angle. C'est un autre angle que je n'ai pas décrit, mais voilà. Donc la baie, avec toutes les émotions qui vont avec, et souvent comme un échappatoire. Essia, un des personnages principaux, d'ailleurs c'est sur la 4e de couverture,
le jour du bac pour essayer d'évacuer un certain stress, parce qu'elle est studieuse, elle en veut, elle s'en est donnée à fond toute l'année. Elle a envie, elle est très stressée. Ça, c'est rien que pour vous. Regardez. Oh waouh, c'est mon rien Dieu. que pour vous. Bon, bah, je vais arrêter de répondre. Voilà, ça c'est notre alors on vous laisse apprécier. C'est notre réalisateur qui vous offre ce petit cadeau ce matin. Ben, merci. Merci. Et du coup, Essia sort sur son balcon parce qu'elle habite un appartement du 1er mai et elle parle à la mer, et ça l'aide à relâcher un peu son. Eh ben, c'est ce qu'on va faire tous, hein, du moment que nous arrivons à la fin de notre émission. Mais moi, je voulais juste savoir, premier livre, premier SILA, premier salon du livre, un retour à Alger, alors très rapidement. Magnifique, magnifique. Premier livre, oui, c'est toujours une émotion particulière. Premier SILA, c'est extraordinaire, cet engouement de la société algérienne envers le livre que je pensais pas aussi importante. Et on retrouve votre livre chez l'éditeur. Barzakh. Voilà. Barzakh. Salut Selma. Rym Khalil, ça a été un grand plaisir d'avoir partagé ce matin en votre compagnie. On vous souhaite très très belle continuation et bon vent pour d'autres cieux. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Samira, merci beaucoup. On se retrouve demain. J'espère la revoir à Ouargla. On se retrouve demain, Inch'Allah. Demain, non, dimanche. Merci beaucoup. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve dès demain à partir de 8h. Au revoir.